Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Soyez les bienvenus dans ce studio. Ensemble, réinventons le funéraire. Tel est le titre de notre émission. Une émission au cours de laquelle nous allons revenir sur la crise sanitaire qui aura marqué l'année 2020. Nous verrons comment des innovations peuvent contribuer à répondre à une telle situation de crise. Et puis, nous tâcherons d'ouvrir des perspectives pour l'avenir du secteur. Alors, cette émission est une initiative de Prévisé Obsèques, l'assistance obsèques du Crédit Agricole et de LCL, en partenariat avec la Chambre de métiers de la Haute-Vienne. Ensemble, en effet, ces deux entités se sont données comme objectif de favoriser l'émergence de nouveaux services et produits dans le domaine funéraire. Et elles le feront désormais grâce à un site internet dédié dont nous vous présenterons dans un instant les détails. Enfin, il ne vous aura pas échappé que cette initiative prend corps dans une journée bien particulière puisqu'elle est une journée de deuil national. Alors, notre initiative s'inscrit donc dans cette actualité et nous sommes en direct pour que vous puissiez participer en posant vos questions. Vous allez donc pouvoir sur le chat qui est à droite de votre écran, dès que le contenu suscitera en vous des interrogations ou des réactions, vous allez pouvoir nous écrire. Mais place à présent à nos invités que je vous présente sans plus tarder. À commencer par vous, Marie de Henzel. Bonjour. Alors Marie de Henzel, j'ai envie de dire, on ne vous présente plus. Vous êtes psychologue, psychothérapeute, écrivaine et vous travaillez à l'amélioration de la condition de la fin de vie avec notamment le développement des soins palliatifs. Il faut le dire, vous avez beaucoup contribué au développement des soins palliatifs dans notre pays. Et puis, vous êtes également engagé dans le changement de l'image du grand âge. Là aussi, on pourrait dire qu'il y a du travail à faire. En face de vous, bonjour Anthony Fallour. Bonjour. Alors, vous êtes directeur général du réseau des pompes funèbres Funéplus. Funéplus, qui est émanation d'un groupement d'entreprises indépendantes. Et puis, vous avez, comme tous les acteurs du funéraire, dû assister, soutenir, conseiller les entreprises adhérentes. Et vous nous direz comment. Et puis, en liaison, en visioconférence, Damien Boyer. Bonjour Damien Boyer. Alors, Damien, vous êtes réalisateur de films, hein, c'est ça votre carte d'identité principale, mais vous êtes un homme qui a beaucoup de casquettes. Et en 2017, vous avez pris une initiative en produisant un film, un très joli film qui s'intitule « Et je choisis de vivre », un film qui raconte le parcours d'Amandine, une maman qui, à la suite du décès de son fils, part à la rencontre de personnes ayant vécu un deuil. En 2018, vous avez mis sur pied une plateforme intitulée « Mieux traverser le deuil ». Donc le film vous a entraîné sur un chemin. La plateforme en question qui a trouvé un écho particulier dans cette période du Covid. Là aussi, vous allez nous dire comment. Mais pour commencer, je vous propose un retour en images, de nous replonger au fond dans cette inimaginable crise sanitaire et ses conséquences. Regardez. Un ami est décédé il y a 48 heures. Avons-nous le droit de nous rendre à son enterrement? Je vais répondre non. Lorsque obsèques il y a, lorsque inhumation il y a, elle puisse se dérouler dans la limitation, évidemment, d'un certain nombre, d'une vingtaine de personnes au maximum. Ces agents des pompes funèbres ont radicalement changé leurs habitudes. Ils sont venus à la morgue pour un défunt décédé d'un AVC. Mais ils ne vont prendre aucun risque. Alors, ils enfilent combinaisons, masques et gants. Ça rajoute de la peine à la peine. Des mesures difficiles à accepter pour cet homme qui vient tout juste de perdre son père, d'une maladie pourtant non contagieuse. Ici, pour nous, ça devient vraiment une punition. Je peux dire ça comme ça, où je ne peux pas prendre ma mère dans mes bras. C'est un cortège plus que minimaliste. Pour accompagner Michèle Beauvieux, morte du coronavirus, il n'y a que sa fille et son mari. Pour la fratrie, c'est un deuil empêché qui va laisser des traces. Tout décès par coronavirus relève de l'urgence sanitaire.
Ça veut dire que la famille ne verra pas son défunt. La mise en bière est immédiate. Ça veut dire qu'on installe le défunt dans son cercueil, que le cercueil est fermé. Daniel a dû se recueillir avec son fils face à un cercueil fermé. On ne peut pas lui dire au revoir, on ne peut pas l'embrasser, on ne peut pas le serrer dans ses bras. Mon mari, il est parti comme un pestiféré. Pour moi, c'est quelque chose d'insupportable. À la sortie de la cérémonie, pas d'embrassade, mais juste quelques baisers à distance et une distribution de photos en tout petit comité. Pourtant, de nombreux proches du défunt auraient souhaité être là. Alors le geste peut paraître incongru. Mais Marianne filme pour ses frères et sœurs privés d'obsèques. C'est très difficile et super glauque, mais je pense aussi à eux qui sont loin. Certaines pompes funèbres organisent également une rediffusion de funérailles sur Internet. Toutes les réactions de deuil vont être là, mais certaines vont être intensifiées par l'absence de rite. Ça peut générer beaucoup de culpabilité, de ne pas... Puisque laisser quelqu'un mourir seul, c'est quelque chose qui est socialement inacceptable. Ce qu'on propose, c'est toujours un temps de mémoire qui pourra se faire postérieurement, mais une grande partie des crématoriums n'acceptent plus aucune famille. On pourra faire une cérémonie après. Les personnes ont besoin de célébrer, ont besoin d'être ensemble. Une belle messe joyeuse avec des fleurs, des chants. Quant au cimetière, en cette période marquée par la Toussaint, ils demeureront ouverts et je veux que nous puissions continuer à enterrer dignement nos proches. Cette église était remplie de chemises de scouts, pendues à toutes les rangées, de lettres, d'objets, de dessins, de tas de choses. Elle était illuminée de choses et c'était une beauté incroyable. Je trouve que c'est pas le moment de mourir. Moi, je ne veux pas mourir avec le trempelet qui a tondu. Non, mais ça, je trouve ça terrible. Sauf que les enterrements, c'est ce qu'il y a de pire dans les épidémies. Alors, Marie de Henzel, vous avez écrit un livre pour relater ce qui s'est passé. Ce livre s'intitule « L'adieu interdit » et il sous-titre « Pour ne plus jamais vivre ça ». Pourquoi avoir été si loin dans l'affirmation, ne plus vivre ça? Ça veut dire qu'on aurait pu l'éviter? Écoutez, oui, je pense qu'on aurait pu l'éviter parce qu'on voit bien que dans ce deuxième confinement, on a tenu compte de tout ce que j'ai dénoncé. C'est un cri du cœur, hein, ce livre, parce que j'ai été, comme tous les Français, assez, je dirais, atterrée quand j'ai entendu le Premier ministre dire que ce serait impossible de venir dire au revoir à quelqu'un qui allait mourir et de pouvoir assister à ses obsèques. Là, j'ai mesuré ce qu'allaient vivre tous ceux qui allaient perdre un proche. Il se trouve que j'ai été sur des plateformes de soutien de directeurs d'EHPAD, mais aussi d'aidants, et qu'il m'est revenu, je dirais, les termes qu'on a entendus là, une souffrance intolérable. Et je dirais à tous les niveaux, c'est-à-dire qu'on peut, la souffrance des familles qui ont imaginé ce que pouvait vivre leur père ou leur mère séquestrés dans leur chambre, hein, et qu'ils ne pouvaient pas aller voir, sachant qu'ils vivaient ces derniers moments, qu'ils ne pouvaient pas aller lui tenir la main, je dirais, accomplir tous ces rituels. Il fallait avoir l'audace de le dire, parce que si on se replonge dans ce fameux mois de mars et mois d'avril, on était quand même tous à la fois effrayés, saisis par une peur collective et cantonnés chez nous. Alors oser dire, par exemple, fermer les EHPAD, c'est pas supportable, alors même que tous les directeurs d'EHPAD étaient obsédés d'avoir le moins de décès possible. Oui. C'était quand même une ligne de crête extrêmement délicate que vous avez empruntée à ce moment-là. Il faut quand même, à la décharge des EHPAD, reconnaître qu'ils ont été pris de court, comme tout le monde. Ils n'avaient pas de moyens de se protéger. Ils n'avaient pas de masque, ils n'avaient pas de surblouse. Tout le monde a paniqué. Hein, c'est une réaction de peur massive. Et donc, je ne jette pas la pierre. Je dis que les gens ont fait ce qu'ils ont pu. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que quand même, avec les mêmes consignes, qui, encore une fois, c'était des consignes. Il n'y a eu aucun fondement juridique
à l'interdiction de visite. C'était des consignes. Certains EHPAD ont été très stricts dans l'application de ces consignes, mus par la peur que le virus fasse intrusion. D'autres, au contraire, n'ont pas laissé la peur dominer l'humain. J'ai mis cette frontière, quand la peur a raison de l'humain et quand l'humain a raison de la peur. Il y a une frontière là, et certains ont contourné, je dirais, ont essayé d'être le plus humain possible en essayant en même temps de protéger. En tout cas, pour mettre cette période en perspective, vous avez une formule que je trouve très forte. Vous dites « la vie est indivisible ». Autrement dit, le sanitaire ne nous découpe pas en tranches avec une dimension physiologique qu'il faut préserver à tout prix et au détriment de la dimension relationnelle, par exemple. Donc cette dimension d'une vie indivisible, pour vous, c'est une ligne de conduite pour la suite ? C'est une ligne de conduite parce que, effectivement, la vie, ce n'est pas seulement la vie du corps, mais il y a une vie affective, une vie relationnelle, une vie spirituelle, je dis aussi une vie démocratique, c'est-à-dire prendre aussi l'avis de la personne, savoir qu'est-ce qu'elle souhaite. Toutes ces personnes âgées, personne ne leur a demandé leur avis. Ce n'est pas acceptable. Et on voit bien qu'aujourd'hui, justement, on est revenu sur ces consignes et on prend l'avis des personnes. Alors avant de revenir sur les conséquences psychologiques, sur le plan du deuil, de tout ce qui s'est passé pendant cette période, je me tourne vers Anthony Fallour. Vous êtes entré dans cette crise avec une brutalité incroyable, comme tout le monde. Enfin, vous avez découvert ces consignes pratiquement du jour au lendemain. Alors comment est-ce que vous avez personnellement réagi et comment est-ce que vous avez assisté vos adhérents de ce réseau de pompes funèbres Funèplus que vous représentez devant nous ? Alors, je voudrais déjà commencer par rendre hommage à toutes ces femmes et ces hommes qui ont fait preuve d'abnégation, qui sont allés faire leur métier au quotidien, alors qu'ils étaient impactés, comme nous tous, d'une façon très transversale dans leur pratique professionnelle, y compris dans leur vie personnelle. Notre rôle au quotidien, ça a été beaucoup d'informations juridiques, beaucoup d'explications. C'est vrai qu'un des premiers enseignements, c'était ce flou artistique entre des évolutions réglementaires, des avis changeants. C'était plusieurs fois par semaine, avec une difficulté pour les professionnels, mais aussi pour un certain nombre d'administrations, des maires, des préfets, d'avoir une lecture très claire de ce qu'il était possible de faire à l'instant T. Est-ce que pour résumer ce qui s'est passé, au fond, il y a eu une première tendance qui a été la restriction maximum, et on a vu les funérariums, les crématoriums se fermer pratiquement au public, les cérémonies d'obsèques religieuses quasiment disparaître. Et puis ensuite, il y a eu un peu un retour de balancier où les pouvoirs publics ont dit « mais attendez, il ne faut pas aller si loin ». Est-ce que je résume bien la situation que vous l'avez vécue ? Je pense que c'est tout à fait ça. Comme l'a dit Marie de Henzel, il y a eu une première réaction de peur. On est face à une situation strictement inconnue, inédite. Donc par rapport à ça, on pourra faire toutes les critiques que l'on voudra bien émettre. La solution miracle n'existe pas, sinon elle aurait été appliquée déjà depuis quelques temps. C'est la fameuse sidération, c'est-à-dire la première étape du deuil. Une première étape, on peut faire ce parallèle-là. Oui. Donc on bloque tout. Et après, on commence à écouter aussi ce qui se passe. Les réactions des professionnels, du grand public, des professionnels funéraires, mais aussi des professionnels du monde sanitaire qui se sont retrouvés, tout le monde était sur la même ligne. Et donc il a fallu prendre le temps d'avoir un peu de recul et de commencer à essayer de répondre autant que faire se peut aux attentes, aux besoins. Les rituels funéraires sont un réel besoin en termes de construction de deuil. On l'a vu à travers le montage que vous avez projeté en préambule. Le grand public avait déjà cette conscience, mais cette conscience était exacerbée du besoin réel des rituels funéraires. Alors il incombera aussi à la profession et à un certain nombre d'acteurs d'essayer de la réinventer peut-être. Est-ce que la seconde vague est complètement différente du point de vue de l'organisation des obsèques ? Est-ce que vous avez le sentiment qu'on est revenu à une forme de normalité ? Presque normalité. Alors déjà, on vit tous un confinement complètement différent, de par la liberté d'exercer, la scolarité qui est ouverte. Au niveau des funérailles, même si, à l'heure actuelle, il y a un contingent, on va dire une limitation de 30 personnes, sauf pour les lieux de culte, au moment où on se parle, et c'est d'ailleurs encore un paradoxe, on peut aller dans un lieu de culte à plus de 30 personnes, et après, au cimetière, on fait quoi ? On dit quoi à la 31e personne ? Je n'ai pas de réponse au moment où on se parle, si ce n'est le bon sens des professionnels qui
vont tout faire pour accéder à un maximum de demandes. Notre métier, c'est d'accompagner les vivants à faire leur travail de deuil aussi. Alors, on va donner la parole à Damien Boyer. Damien Boyer, je l'ai dit, vous avez initié avant cette crise sanitaire la plateforme Mieux accompagner le deuil. Mais alors, vous avez été poussé littéralement sur le devant de la scène par ce qui s'est passé au printemps dernier. Alors, décrivez-nous comment vous êtes organisé et l'actualité encore aujourd'hui de cette écoute des personnes en deuil. Alors c'est vrai qu'on avait monté donc cette plateforme qui permet d'avoir du contenu, des articles, des vidéos pour accompagner les personnes en deuil. Mais quand est arrivé le premier confinement, on s'est rendu compte, à travers les réseaux sociaux surtout, on a un Facebook privé et d'autres réseaux, de la grande tristesse, vraiment une grande morosité des personnes en deuil qui était plus visible que jamais. Et on s'est dit à ce moment-là, on ne peut pas rester sans rien faire. Et on a eu l'idée de monter une plateforme d'écoute où on mettait en lien des écoutants qui sont vraiment formés sur le sujet avec des personnes en deuil. Et effectivement, au moment du confinement, donc au premier confinement, on a vu que ça répondait à un réel besoin parce qu'on a été submergé en fait dès le démarrage. Alors, il faut nous décrire ce que vous avez fait, Damien. Il faut nous décrire parce que c'est très intéressant. Oui. En fait, vous avez mobilisé des écoutants, mais comme c'est l'époque du confinement, on ne va pas les réunir dans une salle. Et je trouve que c'est vraiment intéressant de se le dire. Donc, les gens, depuis chez eux, se sont branchés sur la plateforme et vous leur dispatchiez les accompagnements de personnes en deuil, n'est-ce pas ? Voilà, exactement. Les internautes, donc les personnes en deuil ou ceux qui veulent aider, vont sur cette plateforme mieuxtraverserledeuil.fr. Et puis, soit ils ont un chat, soit un audio, soit un audio vidéo. Et ils parlent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec des écoutants. Et ça continue encore aujourd'hui. Le nombre d'appels ne diminue pas. Alors, le problème, c'est que nous, on a pensé créer ça dans l'urgence. C'est ce qu'on a fait. En 2 semaines, on l'a monté. On a fédéré à peu près 120 associations. On voulait être sûr d'avoir des vrais écoutants formés, débriefés. Mais ça ne s'est pas arrêté après le confinement, donc on a continué. Et là, c'est encore plus important maintenant au deuxième confinement. Et on a, pour vous donner une idée des chiffres, on a aidé à peu près 5000 discussions, 5000 conversations entre 1 et 2 heures. Alors moi, je trouve que ce serait intéressant qu'on fasse maintenant un point avec vous trois à tour de rôle, mais sur cette question du deuil. Bon, on a décrit ce qui s'est passé. On n'a pas évoqué tellement la retransmission des cérémonies, mais vous pourrez en parler si vous le souhaitez en visioconférence pour savoir si ce palliatif joue un rôle. Moi, ce que j'aimerais qu'on essaye d'analyser ensemble, c'est quelle blessure l'humain a-t-il subi pendant cette période et quelle réparation peut-on imaginer, Marie de Henzel? La principale blessure, c'est que quand on sait que l'on pourrait, parce que quelquefois on ne peut pas, dire au revoir à quelqu'un, c'est-à-dire le voir une dernière fois, avoir ces derniers échanges qui sont tellement importants. Quand on sait qu'on aurait pu le faire et qu'on n'a pas pu le faire, que la personne donc est morte seule, c'est une blessure terrible. Quand on sait qu'on n'a pas pu aller voir le visage, que l'on n'a pas pu aller aux obsèques, c'est ce qui s'est passé au début, les gens ne se le pardonnent pas. Ils me disent... Donc il y a de la culpabilité. Ils me disent, comment est-ce que j'ai pu laisser faire ça? Comment j'ai pu laisser faire? Alors qu'ils n'y pouvaient rien. Oui, mais ils prennent quand même une part de culpabilité, bien sûr, et ça fait partie évidemment de ce qu'il va falloir réparer ensuite. Et donc il y a une grande détresse, une grande culpabilité, et on sait que ce sont aussi des personnes qui peuvent s'interdire de vivre, d'être heureux ensuite. Comment se pardonner une chose pareille? Donc, je dirais, aujourd'hui, on sait qu'il y a une vague, on dit une vague psychiatrique, mais mes collègues psychologues me disent qu'elles reçoivent dans leur cabinet des gens qui n'ont jamais consulté jusqu'à maintenant et qui consultent parce que justement, ils sont dans un deuil qui est très difficile, ils ont besoin d'être aidés, ils ont besoin de pouvoir exprimer toutes leurs émotions. Damien Boyer, vous réagissez sur ce que vient de dire Marie de Henzel? Alors, il y a une période déjà classique qui est celle de l'hiver. En général, le deuil, malheureusement, est un petit peu plus difficile à vivre dans ces périodes hivernales, mais nous, on remarque depuis la fin de l'été, je ne sais pas si vous avez les mêmes calendriers, mais on remarque beaucoup d'annonces de tentatives de suicide.
Et ça, on ne l'avait pas vu au printemps. Absolument. C'est très, très difficile de vivre le deuil. Déjà, ce n'est pas un sujet. Là, on en parle, c'est très spécifique ce qu'on vit. Mais de ne pas pouvoir en parler à sa famille, à ses amis. Mais en plus de rester seul chez soi, c'était le témoignage, ça rajoute de la souffrance à la peine de proche. On le voit, oui, sur la plateforme tous les jours. Est-ce que vous êtes un producteur d'interaction virtuelle, si je puis dire? Enfin, quel rôle, du coup, vous jouez avec la plateforme? Parce que cet isolement... Alors, ce qu'on fait déjà... Allez-y. Ouais, déjà, ce qu'on fait, c'est qu'on recrute. On recrute des écoutants et des bons écoutants, donc par rapport à leur formation, par rapport à leur expérience. Après, ce qu'on fait, c'est qu'on encadre ces écoutants, on vérifie que les conversations soient vraiment de qualité avec des encadrants. Et puis, on propose un débrief, c'est-à-dire une supervision à la fin de chaque mois des écoutants pour prendre soin des écoutants et que ça dure sur le long terme, avec des psys ou alors des thérapeutes spécialisés sur le sujet du deuil. Donc voilà, nous on anime tout ça et on permet finalement quelque chose de très simple, qui sont une écoute et une relation. Anthony Fallour, pour les opérateurs funéraires, j'allais dire même combat, parce qu'ils sont témoins de ces détresses, de ce surcroît de détresse lié à ces rites impossibles. Alors sur ce plan-là, qu'est-ce que vous leur dites? Comment est-ce que vous les aidez Je partage la notion de même combat. Les opérateurs funéraires ont eu également ce sentiment de frustration, de ne pas pouvoir accompagner les familles comme ils doivent le faire normalement, et ce sentiment parfois d'inachevé. Il y a eu très rapidement, dans les premiers jours et premières semaines qui ont suivi le premier confinement, des tentatives de mettre en place ou des projections où on se disait on fera des secondes funérailles ou des temps de commémoration complémentaires. Oui. Il y a un constat qu'on peut faire à l'heure actuelle, même s'il y en a eu quelques-unes, et ça c'est indéniable, et même s'il est toujours possible d'en réaliser, les opérateurs sont là pour satisfaire ces demandes-là et ces attentes. Dans les faits, il y a eu très peu, en fin de compte, de demandes très spontanées sur le sujet. Très marginal. Donc ça veut dire que finalement, ce qui s'est vécu valait obsèque et qu'il n'y a pas moyen de le rejouer, je pense aussi, de réparer. Il est difficile de refaire ce qu'on n'a pas pu faire sur l'instant. Est-ce que psychologiquement, pour une famille, ce ne serait pas aussi faire une deuxième fois, de faire mourir une deuxième fois leurs proches? Je ne sais pas. Mais au moment où on se parle, cette demande est marginale. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un besoin d'écoute, d'accompagnement à mettre en place. Bien au contraire. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je pense qu'on peut suggérer de faire en différé. Évidemment, ça ne sera jamais la même chose. Mais j'ai assisté, si vous permettez que je vous donne cet exemple, j'ai assisté à des funérailles différées d'un homme politique qui est mort au tout début du confinement, qui était Patrick Devedjian. Il se trouve que sa femme est une amie, puisque nous étions dans la même chorale. Et j'ai été aux obsèques différées qui ont eu lieu à l'église arménienne en octobre. Et là, il y avait toute la communauté arménienne, il y avait la famille. Il y a eu, évidemment, son cercueil n'était pas là, mais il y avait sa photo. Et il y a eu tous les hommages qui ont été rendus. C'est-à-dire, au fond, on se rend compte qu'il y a quelque chose c'est-à-dire ne pas avoir pu parler du mort. Vous voyez, ne pas avoir pu rendre hommage. Ça peut toujours se faire plus tard. Alors, c'est autre chose, ce n'est pas la même expérience, oui, bien sûr. Oui, quand vous dites des obsèques différées, c'est vrai que cette expression a quelque chose de surprenant. Oui, enfin, c'est un rituel différé. Oui. Un rituel qui permet justement d'évoquer le défunt, de pouvoir parler de lui, de se rassembler, parce que là aussi, toute cette communauté était rassemblée. C'était avant le deuxième confinement, donc on pouvait aussi être dans une église avec quand même la distance sociale, mais il n'y avait pas une limitation, il n'y avait pas une jauge. Mais c'est un exemple, je veux dire, et je pense que, alors peut-être que peu de gens le feront, je ne sais pas, mais on peut toujours le suggérer. Alors on est dans qu'on se méprenne pas, je n'ai pas dit que ce n'était pas possible. Oui. Le constat, toute la profession était dans cette projection-là. Tout le monde l'imaginait, se projetait déjà dans ces obsèques différées. Les annonces nécrologiques disaient souvent, en raison de une célébration aura lieu pour ceux qui avaient une célébration culturelle. Le constat que nous faisons à l'heure actuelle, c'est que cette possibilité a été encore peu utilisée. Bien sûr, nous sommes à disposition par rapport à cette éventualité. Voilà des décennies que l'on constate que la ritualité funéraire
j'allais dire, se rétrécit, se racornit. Les parcours sont de plus en plus courts, notamment avec le développement de la crémation. Et voilà que, à partir de mars dernier, ce sujet vient comme jamais sur le devant de la scène. Marie de Hensel, est-ce que ça vous rend optimiste sur une prise de conscience potentielle de nos contemporains que la ritualité funéraire, c'est un enjeu d'humanité et de survie? Je le pense. Je suis optimiste parce que je pense qu'il y a toute une réflexion autour de la mort qui est en train, qui traverse tous nos contemporains. Hein. Je dirais aussi que c'est l'ensemble des rites autour de la mort. Bien sûr, les rites funéraires, mais aussi le rite de l'accompagnement, de l'adieu, tout ça prend une importance maintenant colossale. Et je pense qu'en fait, on n'a pas mesuré, on a sous-estimé l'importance de tous ces rites, en fait. Damien Boyer, est-ce que vous êtes à l'unisson de ce constat optimiste? Alors, moi, deux choses. Je pense que si on ne propose pas sur un sujet qui est tabou, bien évidemment qu'il n'y aura pas de demande. En fait, pour moi, le problème, c'est qu'on n'a pas créé le besoin. Si on ne propose pas aux familles de vivre ces rituels de façon décalée, c'est certain qu'il est trop original pour une famille de prendre cette initiative. C'est très difficile de se dire on va imaginer des hommages décalés. Donc je pense qu'on a un vrai rôle tous à jouer et beaucoup par rapport aux pompes funèbres de le proposer réellement. Nous, on a eu une situation un peu délicate. Je n'ai pas de conclusion, mais je vous décris un petit peu le périmètre. On a créé un outil de retransmission des obsèques en direct pendant le confinement. Ça s'appelle Obsèques en direct. Donc, on l'a créé dans l'urgence. On a sécurisé des serveurs médicaux parce que c'est vraiment des informations qui sont importantes et intimes. Et on a prévu ça pour 100 000 décès. Donc, voilà, pour que tous puissent l'utiliser gratuitement, les familles en deuil, les pompes funèbres. On a mis en place toute une équipe et on a appelé 4000 pompes funèbres au téléphone pour leur proposer le service. Eh bien, la réponse qu'on a eue, en général, c'est que ça ne nous intéresse pas du tout, on ne voit pas le besoin. Et il y a même une pompe funèbre qui nous a dit pourquoi faire pleurer les familles qui déjà sont dans la peine. Et là, on s'est dit, mince, comment c'est possible que des pompes funèbres ne soient pas initiées sur ce processus, cette nécessité tribale, anthropologique d'enterrer ses morts pour bien vivre? Comment ça se fait? Et sur 4000 pompes funèbres, on a eu 30 pompes funèbres qui ont utilisé le service. Et je ne comprends pas. Ah, donc vous êtes un peu dans l'expectative pour comprendre, Anthony Fallour. Alors, ces solutions vidéo existaient déjà un peu au préalable. Il y avait plusieurs solutions techniques qui étaient apportées par différents acteurs sur le marché, on va dire, et utilisées de façon très marginale. À titre personnel, j'ai l'intime conviction qu'il y a une partie de l'avenir ici. Et je vous rejoins, Damien Boyer, sur le sujet. C'est aux professionnels, aux acteurs du funéraire de proposer des innovations, de les intégrer. Il y a une réalité, c'est que le domaine du funéraire est perclus de tradition. Néanmoins, on est en 2020, il faut vivre avec son temps et nous devons évoluer aussi. Nous travaillons au sein de notre réseau avec un certain nombre d'acteurs pour déclencher et intégrer un certain nombre d'innovations. Il y a une réalité aussi, c'est que ce n'est pas dans un moment de crise qu'on fait bouger toutes les lignes, surtout dans un milieu perclus de tradition. Il nous appartient collectivement de travailler ensemble auprès de professionnels qui le voudront bien, mais de toute façon, il faut avancer, il faut monter dans le train pour pouvoir accéder à ces technologies et proposer des choses nouvelles, différentes et qui vont dans le bon sens. Eh bien, écoutez, la transition est toute trouvée puisque la crise sanitaire a été l'occasion de valider l'intérêt d'initiatives innovantes qui ont connu pendant cette période un écho décuplé. Eh bien, je vous propose d'en découvrir ou redécouvrir trois start-up dont les initiateurs ont accepté de nous faire le pitch pour nous en révéler le sens. Clémentine Piazza, bienvenue sur notre plateau. Alors Clémentine, vous êtes la fondatrice de la start-up In Memory, dont vous allez nous parler. Je voudrais dire en commençant que vous êtes une personne qui a connu des débuts après des études à HEC tout à fait glorieux dans le sens responsabilité, dans une foncière, enfin marketing, tout ce qu'on veut. Et puis un beau jour, vous dites à vos collègues, bah, écoutez, c'est sympa, mais moi je m'en vais parce que je vais faire tout à fait autre chose. Je vais faire quoi? Je vais créer In Memory. Suite à une expérience personnelle, puisque j'ai accompagné une amie proche qui a fait face à un décès.
Et donc j'ai été impliquée dans l'organisation des obsèques et j'ai été confrontée à 2 problèmes avec la famille. Le premier, c'était comment est-ce qu'on s'assure que toutes les personnes qui ont connu la défunte sont informées et ont les informations sur les obsèques. C'est un moment où on est très éprouvé et pourtant il faut mobiliser une grande énergie et c'est très angoissant d'oublier quelqu'un. Et la deuxième chose, c'est que j'ai trouvé que finalement ce n'était pas simple de se manifester. Alors oui, parfois on connaît la famille, on a son contact, on peut leur écrire. Et puis parfois on ne les connaît pas ou alors il y a la distance que crée le deuil. Il y a de la distance que crée le deuil. Le deuil exactement. fait peur. Tout à fait. On a connu le défunt, mais on ne connaît pas sa famille. Et pourtant, on a besoin d'aider, on a besoin de s'exprimer, on a besoin de raconter aussi. Et donc, j'ai eu l'impression qu'il y avait un manque. Et donc, In Memory est né. Alors, c'est le moment de regarder en image ce que propose ce service In Memory. Lors de la perte d'un proche, il est difficile de transmettre en peu de temps les informations sur les obsèques. Pour vous aider, il y a le service In Memory. In Memory est un espace privé qui vous permet de faire part du décès et de communiquer facilement l'heure et le lieu des obsèques. En seulement quelques clics, partagez ces informations par email ou par SMS à tout votre entourage. Ils peuvent à leur tour envoyer ce faire-part à toutes les personnes concernées pour les informer en moins de 24 heures. Sur l'espace dédié, chacun est libre de déposer un message de condoléances, un souvenir ou une photo. Si vous le souhaitez, vous pouvez recevoir chez vous le livre rassemblant l'ensemble de ces témoignages. Avec In Memory, rassemblez votre entourage, rendez hommage à votre proche et souvenez-vous ensemble. Alors oui, inmemory.com, c'est un service sur Internet, vous l'avez compris, qui s'adresse aux familles qui ont perdu un proche. Et donc, toutes les personnes qui ont connu le défunt, alors les amis, la famille, bien sûr, les cousins, mais aussi les commerçants du quartier, les aides-soignants, les membres d'une association, vont pouvoir se manifester et rendre hommage. Donc, chacun se connecte à l'espace pour raconter un souvenir, pour déposer une photo et pour prendre le temps d'écrire combien le défunt a marqué leur vie. C'est un magnifique hommage, c'est un hommage collectif. Et aujourd'hui, il y a plus d'1 million de personnes qui ont utilisé le service pour dire adieu et pour se soutenir ensemble. Alors, on a 3 grands principes fondateurs. Le premier, c'est que les espaces sont gratuits pour permettre à toutes les familles de rendre hommage. Le deuxième, c'est que les espaces sont privés. Ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'on ne peut pas retrouver un espace sur les moteurs de recherche comme Google. On protège, on préserve l'intimité des familles et de leurs proches. Et la troisième chose, c'est qu'on est très attaché à la dignité des espaces, à leur sobriété et à leur élégance. Alors, comment est-ce que la crise sanitaire a fait évoluer l'usage? Parce que faire venir les gens aux enterrements, ce n'était pas exactement le contexte favorable. Et pourtant l'usage d'In Memory a explosé pendant cette période. Pourquoi? Parce qu'il est, je crois, primordial pour une famille de pouvoir agir au moment de la disparition. Et en fait, on leur volait un peu ce moment, c'était un choc terrible, Marie en a parlé, on l'a entendu aussi en étant en contact avec ces familles, ça s'ajoute à la souffrance du deuil et elles avaient l'impression qu'elles ne pouvaient pas dire adieu comme elles le souhaitaient. Et donc In Memory leur a permis d'agir, de faire quelque chose déjà, simplement. Et puis ensuite, la magie, la solidarité de la communauté a opéré. Et la mosaïque de la vie de la personne est apparue à travers les messages de tous et il en est resté une trace aussi. Il y a le mot communauté, hein, Marie, qui est très, très marquant. Hein. Dans la virtualité, la dimension communautaire existe aussi. Vous y croyez à ça? Oui, je pense qu'on est en train de le découvrir. Hein. C'est sûr. Et ça mérite d'être accompagné. Alors, merci beaucoup Clémentine pour cette présentation d'In Memory. Deuxième initiative à présent, une rose blanche, c'est-à-dire après le réseau social dédié à un deuil que nous venons de voir, que constitue donc In Memory, passons à la production collaborative d'un livre de souvenirs avec une rose blanche. Bonjour Pauline Renez, alors vous êtes la fondatrice d'une Rose Blanche. Alors vous aussi, vous aviez une vie avant d'être une entrepreneuse, une start-upeuse du funéraire. Vous étiez consultante? Consultante en organisation, tout à fait. Alors, dites-nous un peu ce que recouvre cette proposition d'une Rose Blanche.
Alors, Une Rose Blanche, c'est une plateforme que j'ai créée pour aider les personnes à rendre hommage suite à un deuil à travers la réalisation d'un livre de souvenirs qui va venir vraiment raconter le défunt et laisser une trace de son vivant pour les générations futures. On regarde en image également, vous êtes venu avec un film. Place aux images. On a tous des souvenirs partagés avec un proche disparu. Ces souvenirs qui vous sont propres, Une Rose Blanche pense qu'ils ont une valeur inestimable. C'est pour cela que nous vous proposons d'inviter tous ceux qui ont connu votre proche à partager en toute intimité leurs témoignages et photos de moments passés avec lui. Page après page, ces témoignages racontent le défunt dans un objet précieux et unique, le livre Une Rose Blanche. Vous pourrez ainsi partager vos souvenirs tous ensemble. Alors, Pauline Renez, comment ça se passe exactement, notamment cette dimension collaborative? C'est ça qui paraît particulièrement intéressant. Vous faites travailler les proches, comment vous y prenez? Oui, il faut voir qu'au moment des obsèques qui ont été restreintes pendant ce contexte de confinement, tout le monde se rend présent physiquement et c'est ce qui manquait pendant le confinement. Donc là, avec ce livre, chacun est invité à raconter son expérience avec le défunt. Comment il l'a rencontré, quel est son meilleur souvenir avec lui, la dernière fois qu'il l'a vu, de quoi est-ce qu'ils ont parlé. Tout le monde a envie individuellement de témoigner de ce qu'il a vécu avec le défunt. Et c'est concrètement ce qu'on va inviter les participants à faire sur un espace en ligne, privé. Et une fois que tous ces témoignages ont été rassemblés, mon équipe prend le relais pour mettre en page tous ces souvenirs dans un ordre souvent chronologique qui va retracer le défunt à travers ses expériences de vie pour en faire un livre qui est gardé par la famille et permet de faire perdurer la mémoire du défunt. Oui, quelle est la vie de cet objet? Là, vous en brandissez un devant la caméra, où il y a le joli prénom de Jean. Quelle est sa vie? D'abord, est-ce que vous en diffusez à tous les participants de ce travail collaboratif, ou est-ce que c'est réservé aux plus proches? Et puis, quels usages peut-être originaux avez-vous pu constater ces derniers mois? Alors, dans la vie du livre, il y a d'abord sa création qui est vraiment importante à la fois pour toutes les personnes qui vont participer, puisqu'elles me disent à quel point elles sont rassurées d'avoir pu participer individuellement à cet hommage et d'avoir pu contribuer à cela, à témoigner de leur présence. Donc cette phase de construction, elle est assez longue. On est bien sur un temps qui est beaucoup plus long que celui des obsèques, puisque la construction d'un livre, ça peut prendre entre 3 semaines et 6 mois. Quand l'émotion est très forte, les gens mettent du temps pour choisir ce qu'elles veulent garder de la personne. Et puis le fait que ça soit imprimé, ça ajoute un enjeu. On a envie que ce livre il soit beau et que les mots soient justes. Ensuite, quand il est imprimé, sa vie, c'est d'abord d'être remis aux membres de la famille qui vont pouvoir, par exemple, lors d'une cérémonie de commémoration future, le regarder ensemble, le distribuer aux enfants, aux petits-enfants, aux amis très proches, et ainsi matérialiser finalement la présence de la personne à travers ce livre qui traverse le temps. Vous êtes dans un bain d'humanité là, parce que tous ces contacts que vous avez avec ces gens qui racontent des choses très intimes, émotionnellement, c'est chargé, c'est lourd. Hein. C'est chargé et c'est très beau à la fois, puisque chacun, quand il va déposer son message, doit s'interroger sur ce qu'il veut garder du défunt. Et souvent, c'est aussi des moments où on se rend compte à quel point la relation qu'on a eue au défunt était précieuse. Donc il y a un aspect presque thérapeutique pour ceux qui écrivent. Et puis la joie pour ceux qui reçoivent ce message, de voir à quel point le défunt a été aimé de son vivant. Et les familles sont souvent rassurées de savoir que leur proche ne sera pas oublié. Souvent, il y a cette crainte, quand on est endeuillé, de se dire, avec le temps, les souvenirs vont s'effacer, on ne va plus trop parler de lui, on ne va plus oser prononcer le prénom du défunt. Et avec ce livre, ils ont vraiment cette confiance sur le fait que leur proche a marqué la vie et ne sera pas oublié. Oui, j'allais vous demander, est-ce que ces témoignages que contiennent ces ouvrages incluent une dimension d'espérance de ce qu'il advient, ou est-ce qu'on est uniquement dans les souvenirs passés ?
Il y a un côté vraiment de transmission. Beaucoup de personnes, notamment dans le cas où on rend hommage à une personne qui est décédée à un certain âge, vont dire merci grand-mère de m'avoir transmis toutes ces valeurs, tous ces souvenirs que j'aimerais partager, une chanson que ma grand-mère écoutait et que je vais être contente de faire écouter à mes enfants. Dans le processus de deuil, hein, Marie. Oui, parce que c'est une phase très importante du processus de deuil, ce qu'on appelle l'héritage. Reconnaître ce que la personne nous a laissé et qui va nous permettre de continuer à vivre, justement. Et au fond, c'est ça. C'est ce que vous permettez, hein, le recueil, finalement, de tous ces héritages. Merci Pauline Renez. Et maintenant, place à la troisième initiative. Elle s'intitule La cagnotte des proches. Et pour en parler, eh bien, notre nouvel initiateur, un garçon, Christophe Roturier. Bonjour Christophe Roturier. Bonjour, je m'installe. Vous nous venez d'un pays ensoleillé puisque vous arrivez d'Aix-en-Provence. Et depuis cette belle région que vous avez pris cette initiative, qu'est-ce qui vous a amené à créer cette cagnotte, ces cagnottes? Alors, la cagnotte des proches est une cagnotte en ligne qui est dédiée aux familles et qui permet de les soutenir financièrement dans des étapes clés de la vie, de la naissance jusqu'à la mort. Et donc nous avons créé cette plateforme il y a 3 ans, après avoir fait le constat que les familles pouvaient être financièrement impactées par une maladie ou par un décès. Et donc nous avons voulu créer une cagnotte qui permette de collecter en toute sécurité des dons et de les collecter aussi de manière confidentielle. Mais on a surtout voulu apporter un service, offrir un accompagnement humain et une écoute dont les familles ont besoin lors des décès. On regarde en image oui. Ce qu'est la cagnotte des proches. Alors, Christophe Roturier, on a vu que la cagnotte des proches, voilà, ça pouvait concerner beaucoup d'événements de l'existence, mais là, on va parler plus concrètement des obsèques. Ouais. Alors, comment ça fonctionne dans le cadre des obsèques ? Écoutez, très simplement, on a beaucoup de cagnottes qui s'ouvrent pour soutenir des familles endeuillées. Ce sont des familles qui manquent de capital et donc qui nous contactent. Parce qu'il y a 2 choses. Il y a payer les obsèques et puis il y a financer la vie d'après. Exactement. Donc, payer les obsèques, les familles manquent de capital. Et donc, la cagnotte va être ouverte par la famille en direct ou par un proche. Et donc là, c'est une collecte qui va durer quelques jours, jusqu'à 3-4 semaines, qui va collecter dans l'entourage et qui va permettre de payer directement des factures de pompes funèbres. Et d'ailleurs, on se charge nous-mêmes de virer les fonds auprès des pompes funèbres. Et puis il y a le deuxième aspect qui met bien en valeur toute la solidarité que notre plateforme déclenche et qui concerne donc ces familles endeuillées et qui vont être touchées par une perte de revenus suite à un décès. On le dit dans la vidéo, mais un décès va bouleverser l'équilibre financier d'une famille. Et donc notre cagnotte va permettre aux vivants de collecter des dons pour affronter la vie d'après. Vous évoquiez tout à l'heure la dimension humaine de votre travail. Est-ce que ça veut dire que vous êtes aussi là en relation avec des gens et qui vous évoquent leur situation personnelle ? Enfin, comment... Et puis, j'ai aussi une question moi, qui m'intrigue beaucoup, c'est comment est-ce que l'entourage parvient jusqu'à vous ? Parce que les gens concernés, mettons, j'ai à enterrer un parent et je n'ai pas les moyens de le faire, là, on voit bien comment ils peuvent vous tendre la main. Mais si c'est l'entourage qui prend l'initiative, comment ça peut se faire ?
Alors, il y a deux questions là. La dernière, c'est comment est-ce que les gens viennent à nous, donc ils nous trouvent en direct sur Internet. On a de plus en plus de partenaires funéraires aussi, donc qui nous envoient des familles. Ce qui est très important, c'est cet accompagnement dont je parlais. On prend contact avec chaque famille. Nous les appelons au téléphone. Il y a un appel de bienvenue qui permet de les accueillir, qui les rassure aussi, parce que ce n'est pas une démarche qui est simple. Et dans cet appel, on va pouvoir vérifier les informations et puis aussi les assister. Les aider dans la démarche de collecte, affiner le texte, s'assurer qu'on rend bien hommage aux défunts. Et donc c'est une démarche qui est relativement simple. On s'aperçoit qu'au fur et à mesure, la famille est rassurée au contact de notre service et qu'elle se sent mieux. Et il y a un avant et un après. Et on parlait de thérapeutique, nos cagnottes sont aussi thérapeutiques. Alors même question aux deux personnes qui vous ont précédé sur ce plateau. Est-ce que la crise sanitaire a boosté l'intérêt que présente votre proposition ? Oui, alors on voit clairement que depuis un an, on est en phase d'accélération parce que les cagnottes sont aussi en train d'entrer dans le rituel funéraire des Français. Et le confinement a aussi contribué à nous faire émerger. Des familles nous ont contactés parce qu'elles ne pouvaient se rendre aux obsèques et qu'elles voulaient se manifester et apporter une aide concrète à la famille. Donc nos cagnottes ont beaucoup servi durant ce confinement. J'aimerais bien que nos invités réagissent non seulement à la dernière présentation, mais aux deux qui ont précédé. Qui est-ce qui veut... Damien, qui nous regarde à distance depuis Valence, n'est-ce pas? Damien, qu'est-ce que ça vous suscite? Vous qui êtes pas un start-upper, mais plus encore un booster de tout ce qui se passe actuellement dans le domaine funéraire et autour du deuil. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces initiatives? Moi, ça me rend très, très enthousiaste parce que le digital au service de l'homme et des femmes, au service des endeuillés, c'est magnifique. Et autant toutes ces initiatives sur la mémoire, je pense que c'est vraiment indispensable, c'est pas optionnel du tout. Moi, je l'ai vécu dans ma propre famille où j'ai eu la chance de pouvoir écrire à l'avance même du décès de mes grands-parents des mots, faire des vidéos, collecter des informations. Ça amène un apaisement dans les familles qui est extraordinaire. Donc moi, je trouve ça vraiment magnifique, ces initiatives. Bravo, courage aussi, parce que c'est pas évident. Je vous entendais dire que c'est dur de démarcher, d'expliquer ce que vous faites, et nous, on le comprend parce qu'on vit un petit peu la même chose. Je pense qu'il faut être persévérant. On est en train de changer les mentalités de notre pays, les mentalités de tout l'Occident même. On a fait un benchmark il n'y a pas longtemps et on s'est rendu compte, au moment où vous savez qu'il y avait ce débat sur les congés des parents endeuillés, c'est la première fois qu'en politique on parlait du deuil, eh bien on s'est rendu compte que ni en Occident, enfin en Europe, ni dans les pays du Nord de l'Europe, ni au Canada, il y avait une initiative gouvernementale sur le sujet du deuil à part des... Donc en fait, on est au niveau du Moyen-Âge. On est peut-être depuis cette loi au XIIe siècle. En fait, vous êtes en train de considérablement changer le paysage du deuil au service. À la fin, il y a des hommes et des femmes qui vont vivre un apaisement sur le sujet, le plus grand sujet de souffrance de la vie. Alors, en même temps, il y a les pesanteurs du réel. J'en veux pour preuve la question que nous allons prendre d'un téléspectateur qui nous dit « Les cérémonies filmées ont eu très peu de succès. Pourquoi? Peur de se retrouver seul devant un écran ». Qu'est-ce qui veut répondre à cette question? Anthony Fallour. Je n'ai pas l'intime conviction que ce soit la peur de se retrouver seul face à un écran. Certainement de ne pas pouvoir partager ce moment dans le cadre d'un regroupement de proches, de famille. Oui, ça, je peux l'entendre. Mais sur le souvenir et sur la capacité de pouvoir rendre hommage, c'est une réaction. Là, après, il faudrait... Il y a aussi, alors peur d'être devant l'écran, je ne sais pas, mais il y a aussi la réticence que peuvent avoir certaines familles à se retrouver dans une cérémonie d'obsèques filmée. C'est-à-dire que ce qu'ils produisent du point de vue rituel, liturgique, fasse l'objet d'une retransmission à des gens dont on ne sait pas forcément, enfin, on ne sait pas qui ils sont. Après, tout dépend de comment sont gérées ces images. Moi, j'ai des exemples d'opérateurs funéraires qui ont filmé et dont la diffusion était extrêmement restreinte et limitée dans le temps. Donc, à partir de là, cet aspect des choses, je peux entendre aussi. On est soucieux de l'image publique. Mais par rapport au deuil, il y a des solutions techniques, on les adopte, on ne les adopte pas. On propose, les personnes disposent aussi. Damien Boyer, une question pour vous. L'accès à mieux traverser le deuil est-il gratuit? Mais si vous aviez une chose à dire avant, allez-y. Oui, je rebondis juste sur ce sujet-là. Nous, on a accompagné à peu près 5000 personnes qui ont bénéficié de ces services en ligne. Donc, soit en direct,
soit en replay, soit ils ont téléchargé les cérémonies. Alors ça peut paraître un peu gore, mais on a eu beaucoup de demandes de télécharger pour le garder comme un souvenir familial. Et en général, les retours qu'on a, ils sont très très positifs. Les endeuillés nous disent merci, merci. On a l'impression de faire partie de leur famille tellement ça leur fait du bien. Oui, c'est un peu bizarre de filmer des cérémonies, de se voir peut-être pleurer a posteriori, mais en même temps, nous on se rend compte qu'on en a besoin de vivre cette tristesse, ce moment fatidique ensemble. Voilà. Donc je crois qu'il y aura quelques freins parce que c'est spécial, mais nous on voit la masse des témoignages qui sont extrêmement positifs. Il y a beaucoup d'apaisement. Alors on a une autre question également qui doit venir. Comment des entreprises de pompes funèbres se préparent à une crise sanitaire d'une telle ampleur? Le peuvent-elles? Le peuvent-elles, c'est toute la question. Lors de la crise de H1N1, il y avait eu des préparatifs, des semblants de ce qu'on appelle un PCA, un plan de continuité d'activité, qui avait été élaboré. Force est de constater qu'ils ont été complètement passés aux oubliettes dans ces quelques années. La problématique majeure que nous avons eue au tout début de cette crise sanitaire, c'est l'accès aux équipements de protection, les masques, comme tout le monde. Et il nous a fallu longtemps pour accéder aux masques. Parce que Camille Chaise, la porte-parole du ministère de l'Intérieur, le 27 mars, annonce dans une conférence télévisée avec le DGS, le professeur Salomon, que les professionnels funéraires sont inscrits sur la liste. Dans la réalité des choses, en dehors de quelques préfectures et des ARS, notamment du Quart Nord-Est, qui ont débloqué des masques, l'accès des masques a été rendu possible le 22 juin par une note de la DGS. Comment on se prépare? On a besoin d'anticiper techniquement. Et à l'issue de cette crise, mais il faut déjà commencer cette réflexion, engranger un certain nombre d'enseignements et préparer l'avenir tout de suite. Marie de Henzel, est-ce qu'on peut, avec cette accélération quand même, il faut prendre un minimum de recul, les événements se bousculent et pour la plupart ne sont pas anticipés. En tout cas, ce petit virus qui est venu perturber la vie de l'humain sur la Terre entière, personne ne l'avait vraiment anticipé. Donc, quelle est la bonne posture? Là, tout à l'heure, vous nous disiez la vie indivisible, voilà une feuille de route pour rester des humains dans la crise. Qu'est-ce que vous voulez rajouter à cela? Je crois qu'il ne faut pas oublier que nous sommes mortels. C'est-à-dire, en fait, finalement, tout ce qui se passe en ce moment, toutes ces préparations, l'idée de se préparer, c'est voilà, la mort fait partie de la vie. On l'avait oublié, en fait. Où c'était tellement marginal, on mettait ça complètement de côté. Et là, finalement, tout ce qui se passe fait que dans le conscient et l'inconscient de tous nos contemporains, la mort, elle a fait irruption et on se dit, bah oui, on peut mourir soi-même, on peut perdre un ami, on peut perdre un proche. Et pour moi, je pense que c'est une bonne chose que la mort vienne dans notre pensée comme faisant partie de la vie. Parce que justement, je dirais, elle va nous faire prendre conscience de la valeur de la vie aussi. Voilà, c'est pas un message morbide. Non, c'est une valeur spirituelle. C'est parce que la mort est au bout que nous prenons conscience de ce qui est important et essentiel pour chacun d'entre nous. Et puis, donc ça, c'est une prise de conscience. Et puis aussi, peut-être une plus grande humanité au bout, quand même. On a entendu tous ces mots de solidarité, tout ce qui s'est passé, toutes ces initiatives, d'ailleurs, sont des initiatives qui montrent cette envie d'être solidaire. Donc je crois qu'il y a, voilà, cette sortie peut-être, ça mettra peut-être un peu de temps, mais je crois ça ne sera plus comme avant. Ce ne sera plus comme avant, ce sera le mot de la fin pour vous. En tout cas, Marie de Henzel, du fond du cœur, merci d'être avec nous ce matin. Anthony Fallour également. Et Damien Boyer, on vous rend à vos occupations quotidiennes. Merci aussi d'être là et de vous être joint à nous. Eh bien, maintenant, j'invite... Oui, il y a une question, pardon, sur la gratuité. Oui, tous les services sur Mieux traverser le deuil sont gratuits. D'accord. Et vous pouvez inviter, ou vous-même si vous êtes endeuillé, à être écouté 24 heures sur 24. N'hésitez pas, on a une équipe au Québec qui gère les nuits. Donc il y a vraiment du monde tout le temps. Et encore merci pour votre invitation. Bravo Damien. J'invite maintenant Jean Exner, secrétaire général de la Chambre de métier de l'artisanat de la Haute-Vienne, avec qui nous allons voir comment aller vers un funéraire plus innovant.
Jean Exner, voilà, qui s'approche. C'est les joies du direct. On prend le temps de s'installer. Alors, Jean Exner, vous êtes le secrétaire général de la Chambre de métiers de l'artisanat, je l'ai dit. Alors, comment est-ce qu'une chambre de métiers s'illustre comme la vôtre, c'est bien la seule en France, sur la question de l'innovation, qui plus est dans le domaine funéraire? Comment la liaison s'est-elle faite? Alors en fait, l'aventure a démarré sur un concours de circonstances, un porcelainier de Limoges, tout naturellement, qui est venu nous voir pour nous présenter une collection d'urnes cinéraires. Il avait besoin d'un accompagnement à la commercialisation. Et là, ça a été le déclic. Nous avons commencé à fouiller, à travailler pour voir si effectivement le funéraire pouvait être une opportunité pour des artisans d'art, des activités créatives. Et en fouillant, en rencontrant des opérateurs funéraires, d'autres artisans, nous nous sommes rendus compte que le funéraire était un marché où tout restait à inventer. Il était un peu en panne d'inventivité, d'inspiration, je dirais. Est-ce que c'est ça que vous diriez? Je dirais qu'il y avait une sorte d'imperméabilité aux tendances et donc aux innovations. Certains professionnels de longue date, dont un porcelainier spécialisé dans les médaillons funéraires, m'avait dit, c'était la 3e génération, ça fait 30 ans, ça fait 40 ans qu'on en parle et on n'en a jamais vu le bout. Donc ça a été aussi ce type de témoignages qui nous ont fait comprendre que notre démarche était bien fondée. En fait, c'est passionnant parce que vous êtes des gens qui mettaient en relation. Donc d'un côté, il y a l'artisan qui a, lui, l'inspiration artistique, et puis de l'autre, il y a ce marché, et vous allez permettre à l'un de venir féconder l'autre. Alors là, vous êtes venu spécifiquement nous parler ce matin d'une initiative. C'est une plateforme Internet qui va, donc avec le titre qui est celui de notre émission, Ensemble, réinventons le funéraire, qui va l'année durant faire le clair, l'état de l'inventivité, l'innovation dans le secteur funéraire. C'est l'idée, au travers de la présentation de produits et puis surtout d'artisans. J'insiste bien sur ça. Derrière le produit funéraire et l'innovation funéraire qui est portée par une entreprise, il y a un artisan, il y a un savoir-faire, il y a l'intelligence de la main qui permet de traduire un projet d'une famille par exemple, sur un produit et de donner de l'âme. Pendant que vous parlez, il y a des images qui déroulent sur l'écran qui présentent, alors c'est pas facile mais je sais que nos téléspectateurs iront le voir eux-mêmes, mais enfin voilà, ce site est à l'état plus que d'ébauche, c'est quelque chose d'assez fini. D'ailleurs, un téléspectateur nous dit, quand le site Réinventons le funéraire sera-t-il en ligne? Il est en ligne. Il est en ligne, on peut déjà aller le consulter. Il est en ligne et effectivement, en termes de production et de portraits d'artisans, nous mettons progressivement toutes nos initiatives au fur et à mesure sur cette plateforme. À quel public souhaitez-vous vous adresser? Je dirais que nous avons l'ambition de toucher déjà le grand public. La problématique dans la filière du funéraire, hormis quelques réseaux, et M. Fallour peut en témoigner, c'est le problème du cloisonnement. Les familles ne sachant pas ce qui se fait, ce qui peut correspondre à leurs attentes, à leurs besoins, ne vont pas le demander à l'opérateur funéraire. Donc l'idée, c'est de démontrer que dans le funéraire, il y a un champ des possibles en matière de création et de renouvellement de l'offre. Donc ce site cible notamment le grand public. Et derrière, bien évidemment, il faut, au travers des portraits d'artisans, créer une émulation. Tout le monde peut faire du funéraire, à partir du moment où les entreprises détiennent un savoir-faire et ont à cœur de donner et de créer des produits un peu nobles. Vous, ça a changé quelque chose dans votre parcours professionnel, si je peux me permettre de vous solliciter sur le plan plus personnel. C'est-à-dire, vous étiez un homme de chambre de métier, un fonctionnaire, c'est ça? Vous avez un statut assimilé fonctionnaire, plus ou moins. Et puis aujourd'hui, vous êtes finalement un acteur du secteur funéraire. Qu'est-ce que cette découverte vous a apporté?
Ça donne du sens. Oui. Ça donne du sens. Dans une chambre de métier, ce qui donne principalement du sens, c'est ce que l'on fait au plus proche des entreprises, ce côté un peu humain et cette relation qu'on a avec nos artisans. Mais derrière, ça a permis de s'embarquer dans une grande aventure où on voit effectivement que l'on apporte une vraie valeur ajoutée aux entreprises et derrière de la reconnaissance, parce que du sens, auprès des familles. Donc vous êtes un homme heureux si vous avez trouvé du sens dans ce que vous faites tous les jours. Oui, oui. Eh bien, tant mieux, Jean Exner. Merci d'avoir été avec nous. Alors, on a vu que la crise sanitaire avait été propice à l'adoption rapide d'innovations, mais les familles n'ont pas attendu cette crise pour s'interroger sur les funérailles. Le secteur évolue et le funéraire se réinvente durablement. Nous allons le voir à travers les 3 intervenants que j'ai le plaisir d'accueillir maintenant sur le plateau pour répondre ensemble à la même question: quel funéraire pour demain ? Alors, mes invités, bien, je commence par vous, Sarah Dumont. Bonjour. Sarah Dumont, vous êtes une passionnée des questions liées à la fin de vie et au décès. C'est pas courant, mais enfin, avec tout ce qui s'est dit précédemment, on le comprend mieux. Vous avez créé à cet égard un site internet qui s'intitule Happy End. Là aussi, prise de position. Site qui partage des informations et aide à aborder ce sujet sans tabou. Vous avez particulièrement le souci de la ritualité pour les personnes qui n'ont pas de religion. On va y venir. En face de vous, Armelle Weissmann, bonjour. Bonjour. Alors, Armelle Weissmann, vous êtes senior advisor chez Deloitte et vous avez mené pour le groupe Crédit Agricole, là c'est tout frais, vous nous amenez ce petit pain tout chaud, pour le Crédit Agricole Assurance, une étude sur le thème des funérailles respectueuses de l'homme et de la nature, rien que ça. Et enfin, Jean-Baptiste Fouquet, bonjour. Bonjour. Jean-Baptiste Fouquet, vous êtes le directeur adjoint de la plateforme Prévisé Obsèques, vous êtes l'hôte de ce jour, c'est vous qui nous invitez. Vous êtes à ce poste depuis 8 ans et donc vous animez au quotidien un ensemble humain de 25 conseillers funéraires chargés d'aider les personnes, d'une part, à préparer leurs obsèques et ensuite, à leur décès, d'accompagner leurs proches. C'est une belle mission d'intermédiation. Alors, comment, pendant cette crise sanitaire, qui est vraiment le fil rouge de notre émission ce matin, comment le rôle justement de ces conseillers a-t-il évolué ? Alors, le rôle, il a beaucoup évolué parce que tout d'un coup, les familles qui, pour beaucoup, avaient l'habitude d'organiser les obsèques ou avaient des proches qui étaient là pour organiser les obsèques avec elles, se sont retrouvées dans le désarroi. Dans le désarroi, c'est vraiment le mot qui a été la majeure de cette période. Le rôle de Préviséo, ça a été d'écouter. On a passé beaucoup de temps à écouter, à entendre et vous êtes un peu sorti du cadre, en fait, en prenant ce temps de l'écoute. Exactement, on est sorti du cadre en prenant plus de temps. Vous le faites normalement, mais vous l'avez fait encore plus. Exactement. Et que vous disaient ces familles alors, ces familles, elles avaient besoin d'accompagnement. Elles avaient besoin d'être portées, d'avoir du conseil sur ce à quoi ils ont le droit de faire. Dans cette période où tout était interdit et en même temps, on ne savait pas ce qu'il était, il fallait leur donner d'un cadre et les conseillers Préviséo ont eu cette mission pendant cette période. Ça a dû être dur pour les conseillers parce que là aussi, il a fallu qu'ils aillent sur des terrains peut-être qui n'étaient pas les leurs, ne serait-ce que de savoir ce qu'il fallait dire, est-ce qu'on a le droit d'aller aux cérémonies, est-ce qu'on n'y va pas. C'est une parole qui engage en plus. Vous avez un magistère d'influence en quelque sorte. Exactement. Et chaque semaine, les règles changeaient. En fonction des régions, les règles changeaient. Donc oui, du côté des conseillers, ça a été un nouveau métier. Ils ont pris beaucoup sur eux. Il faut leur rendre hommage parce que je crois que c'était pareil sur le terrain. Il faut leur rendre hommage parce qu'ils ont accompagné le mieux possible les familles dans un moment où, encore une fois, tout était interdit et tout était possible. Alors vous êtes un poste d'observation des pratiques funéraires qui est quand même pas tout à fait commun, puisque si j'en crois les chiffres, vous avez quelque chose comme 600 000 déclarations de volonté en vue d'obsèques futures. Alors, qu'est-ce que ce portefeuille, sans bien sûr en révéler quoi que ce soit, puisque je l'imagine, il est hautement confidentiel et surveillé, mais enfin, dans les grandes masses, qu'est-ce qui nous enseigne sur l'évolution des pratiques contemporaines ? Dans les grandes masses, on se rend compte que la crémation prend une part de plus en plus importante dans les années qui viennent, et ce depuis la génération de 45, mais aussi les cérémonies religieuses qui sont de moins en moins... enfin, elles restent majoritaires, mais elles sont quand même un peu moins demandées. Alors, ces cérémonies religieuses baissant, il y a une demande de nouvelles ritualités qui doit se faire, parce que le rite est inhérent à notre condition humaine. Et donc, ces rites sont complètement à réinventer. Ça vous parle, Sarah Dumont ? Oui. Qu'est-ce que vous en dites, réinventer les rites ?
Effectivement, c'est-à-dire qu'avec la baisse des valeurs religieuses, ne pas avoir de croyances religieuses, ça ne veut pas dire ne pas avoir besoin de sacré ou de spirituel au moment où on dit au revoir à son proche. Donc c'est là que les familles ont besoin de propositions et surtout de sur-mesure. Donc il y a des liens qui peuvent se faire Tout entre... à fait. Alors Jean-Baptiste Fouquet, l'assistance funéraire, finalement, c'est un métier assez récent. Et encore aujourd'hui, on peut se passer de cette assistance, mais enfin, elle existe, elle se développe et son rôle est de plus en plus reconnu par le public. Donc, c'est vraiment quelque chose de pionnier. Et du coup, en tant que pionnier et que leader, à quels besoins nouveaux est-ce que vous souhaitez répondre à l'avenir ? Alors, déjà, l'ADN de Prévisio, c'est d'innover. Le métier est innovant, comme vous venez de le dire, et Prévisio est sans cesse à la recherche de nouveaux services. Et c'est aussi pour cela que l'on est partenaire de la CMA de Haute-Vienne. Dans l'innovation, dans le cadre de Réinventons le funéraire. Et donc, dans un futur proche, il y a évidemment les rites à réinventer. Mais il y a aussi tout ce qui va entourer la famille. Et ça, c'est dans un futur qui va arriver. Qu'est-ce que vous appelez entourer la famille ? C'est-à-dire que les familles sont de plus en plus isolées, elles sont de plus en plus éclatées. Donc recréer du lien autour d'elles ? Recréer du lien, recréer une communauté, on en parlait au début de l'émission, recréer une communauté autour de la famille, autour du défunt. Et alors là, vous utilisez notamment des initiatives comme celles qu'on a vues tout à l'heure. Exactement, In Memory, une rose blanche, ce sont des initiatives qui parlent complètement à notre manière d'accompagner les familles. Armelle Weissmann, donc je l'ai dit, vous travaillez, vous découvrez un secteur, là pour le coup, votre spécialité c'est l'environnement. C'est l'environnement et les enjeux sociaux et environnementaux, tout à fait. Alors vous arrivez il y a quelques mois sur le sujet du funéraire, grande découverte j'imagine, vous allez nous en parler. Moi ma première question c'est de savoir si la question écologique croisée avec celle des obsèques, ça crée quoi? Ça match? Il y a des sujets qui émergent? Alors, il y a évidemment des sujets qui émergent. Ma première surprise, puisque effectivement j'aborde le sujet du funéraire comme étant à la fois un secteur économique et un secteur de la vie comme un autre, notre approche celle-ci, c'est de voir qu'aujourd'hui, finalement, il y a assez peu d'études, il y a assez peu de données sur cette thématique. Néanmoins, si on regarde l'ensemble de ce qu'on appelle, nous, le cycle de vie du funéraire, c'est-à-dire à la fois les modes de sépulture, qui sont, que ce soit sur les caveaux, que ce soit sur le choix entre crémation et inhumation, que ce soit sur le transport, sur l'ensemble de ces éléments-là, il y a évidemment des impacts. Il y a des impacts très concrets, c'est-à-dire sur la marbrerie, sur la pierre, sur les entretiens du corps, qui sont aujourd'hui faits avec beaucoup de formol. Tous ces sujets-là entraînent des enjeux qui, aujourd'hui, posent la question de la contribution du funéraire aux limites planétaires. Puisqu'on sait aujourd'hui, sur un consensus scientifique partagé, je vais dire à 99,9%, qu'il y a un certain nombre d'enjeux qui mettent en difficulté la survie de notre espèce à moyen terme. Parmi ceux-là, il y a le réchauffement climatique, il y a la biodiversité, il y a les pollutions. Or, on remarque que dans le funéraire, qu'on choisisse l'inhumation en caveau ou la crémation, ça crée évidemment des émissions de gaz à effet de serre. Quand on décide et quand on se fait enterrer, la décomposition des corps, la décomposition des matériaux, crée des enjeux au niveau de la biodiversité, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, le formol crée des enjeux et risque de tomber dans les nappes phréatiques et de polluer les rivières. On sait aujourd'hui que la mort, c'est, comme le disait très bien Marie de Henzel, c'est la vie. Et donc, en fait, la manière dont on s'est nourri, on sait que dans la nourriture, il y a des métaux, la manière dont on s'est soigné, et on sait aujourd'hui que les amalgames dentaires, qui représentent une part très importante du mercure, quand on se fait enterrer avec, que devient ce mercure? Les métaux lourds dans le sol sont un sujet. Et donc, sur les aspects typiquement environnementaux, il y a des enjeux immédiats. Et puis, je vais même dire, une fois que le moment de la cérémonie et du choix de sépulture s'est terminé, il y a tout ce qui concerne l'entretien des cimetières. On sait qu'aujourd'hui, encore de nombreux cimetières sont entretenus à base de pesticides, créant des nuisances importantes. Idem sur les crématoriums, il y a des enjeux. Il y a une étude qui date, qui commence à dater, je crois, une étude anglaise qui avait suivi pendant 37 ans des femmes enceintes qui vivaient à proximité d'un crématorium. On sait que l'absence de filtre, à un moment donné, cause des
des possibilités de mal plus importantes. Donc sur l'environnement, il y a un enjeu. Je voudrais juste ne pas oublier un autre élément qui est social. On sait que sur un certain nombre de matériaux, les marbreries, les pierres, eh bien, les 3/4 de ces matériaux sont importés, viennent d'Asie, viennent de Chine en particulier, sont excavés dans des conditions sociales qui ne respectent pas les droits humains les plus élémentaires. Alors que, et là je vais passer du côté lumineux du sujet, alors qu'il y a des opportunités d'innovation qui sont très importantes. On a de très nombreux artisans locaux aujourd'hui qui proposent des innovations et pour relocaliser un certain nombre de filières. Le sujet va évidemment exister au niveau des fleurs, par exemple. On voit aujourd'hui qu'il y a plein d'initiatives pour relocaliser les fleurs et éviter là aussi de contribuer à réchauffer de plus la planète. Le bilan carbone des roses qui arrivent d'Amérique du Sud. Et donc, il y a une réflexion globale à mener sur l'ensemble du cycle de vie des funérailles, en y mettant l'émotion suffisante, parce que je fais le lien avec ce qui a été dit tout à l'heure. Il y a, à contrario peut-être de la baisse de la pratique religieuse, une quête de nouveau pacte social générationnel. C'est ça que j'allais vous demander. Quelle est la sensibilité telle que vous la percevez? Je ne demande pas des résultats scientifiques pour la nommer, mais la sensibilité du public à ces questions. La sensibilité du public évolue à mesure que les études et les données sont de plus en plus précises. Et donc, si on s'intéresse aux funéraires Si on s'intéresse aux funéraires, l'absence de données claires empêche une prise de conscience partagée des enjeux qui s'y posent. Néanmoins, si je suis plus générale, je pense que l'écologie aujourd'hui prend la place d'un certain nombre de croyances spirituelles, d'un souhait de vivre en commun et d'un souhait de lien intergénérationnel. Donc, il me semble que l'écologie, de manière générale, ou le souci de son impact environnemental à travers son choix de sépulture, de type de cérémonie, etc., eh bien, peut permettre de recréer du lien social et du mourir ensemble, du vivre ensemble. Est-ce que ça peut aller jusqu'à voir d'autres modes de sépulture que inhumation, crémation être plébiscités? On parle d'humusation. On parle d'humusation, absolument. Alors, de fait, il faudrait sans doute ouvrir le débat, je vais dire ça comme ça, il faudrait ouvrir le débat. Et il faudrait ouvrir le débat pas uniquement sur un axe environnemental puriste, hein. Évidemment, il faut que la question environnementale, elle se pose dans un ensemble social et de croyances et d'évolution comportementale et culturelle. Néanmoins, effectivement, aujourd'hui, le fait qu'on réduise à la crémation ou à l'inhumation les possibles, eh bien, empêche de penser ne serait-ce que les impacts de l'humusation, qui n'est pas sans impact non plus, et qui est une des autres pratiques, hein, aujourd'hui, et j'ai envie de dire même le sujet du cimetière aujourd'hui se pose, c'est-à-dire quelle est la place du cimetière dans notre vie commune? Est-ce qu'on peut envisager demain des cimetières potagers, des cimetières jardins d'enfants dans lesquels eh bien, les disparus partagent un même territoire? Vous voyez bien que pour en arriver jusque-là, il faut sans doute cheminer, ne serait-ce que de manière très simple, arrêter l'utilisation des phytosanitaires dans l'entretien des cimetières pour éviter de polluer les enfants, mais en tout cas, tout ce champ de réflexion-là doit être... Une réaction du public un peu coup de poing. Alors, mourir, c'est donc polluant? Pas plus ni moins que vivre, j'ai envie de dire. C'est la continuité de nos modes de vie. Bon. Et votre rapport d'étonnement, c'est qu'il y a beaucoup à faire, c'est que c'est un secteur intéressant. Il y a beaucoup à faire pour déjà faire prendre conscience qu'il y a des questions qui se posent sur les enjeux écologiques et que les impacts environnementaux et sociaux sont des formidables leviers pour réinventer le funéraire, créer des filières locales et proposer de l'innovation qui favorise le vivre ensemble. Je tiens vraiment à dire que le questionnement environnemental, c'est un questionnement de société et du vivre ensemble, qui n'est pas décorrélé du sujet des communs. Alors Sarah Dumont, s'il y a quelqu'un, parmi d'autres, mais enfin s'il y a quelqu'un qui vraiment se consacre à combattre le tabou de la mort, c'est bien vous. D'où il vient ce tabou et qu'est-ce qu'on peut faire pour que cette question soit davantage socialement traitée, considérée, et du coup que le rapport que chacun entretient avec cette réalité passe de l'occultation à quelque chose de plus consistant, de plus mûr? Je réponds à d'où il vient ou comment on fait? Parce que les deux, c'est loin. Non, d'où il vient, c'est simplement que la mort est devenue une étrangère. Hein. On n'a plus de rapport, il n'y a plus de veillée funèbre, on ne porte plus le deuil, on délègue finalement nos défunts, ils meurent à l'hôpital alors que beaucoup souhaiteraient mourir chez eux, mais on voit bien que ça, c'est pas ce qui se passe. Enfin, donc du coup, finalement, on n'a plus du tout l'habitude d'être confronté dans son intimité
à la mort. Donc je pense que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, c'est un sujet extrêmement compliqué à aborder, qui fait extrêmement peur. Et puis il y a cette espèce de superstition, si je parle de ça, il va arriver malheur. Enfin voilà, il y a quand même ça qui règne un petit peu. Après, comment on fait? C'est vraiment, moi, c'est ce que j'essaye de faire à travers Happy End. C'est à travers les apéros de la mort que j'organise, de réunir plusieurs générations de 20 à 80 ans pour parler de ce sujet, sans même être endeuillé, en fait. Qu'est-ce qui vous porte là-dedans? Qu'est-ce qui fait que vous avez cette énergie de continuer? Quel goût vous y trouvez? Mais je trouve ça je trouve que c'est une aventure humaine incroyable. Moi, à chaque fois que je quitte un apéro de la mort, je me sens hyper vivante. C'est vrai, il y a une énergie de fou, même dans le malheur. Il y a des larmes, bien sûr, dans ces apéros, parce qu'il y a beaucoup notamment de parents endeuillés, que je pensais qu'ils ne viendraient pas à un apéro de la mort. Mais en fait, on se sent vivant quand on parle de la mort. Avant de nous inviter à un apéro de la mort, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est un peu plus? C'est un moment entre mortels pour évoquer le sujet de la fin de vie, du deuil ou des obsèques. Alors, d'accord. Maintenant, on va revenir sur l'organisation proprement dite des obsèques. Vous avez identifié une difficulté contemporaine particulière. C'est au fond cet entre-deux, entre des gens qui avaient ou qui ont encore une référence religieuse en lien avec le défunt ou eux-mêmes, et puis ceux qui sont totalement loin de cette pratique. Et finalement, ces deux groupes sont assez minoritaires. Puis on a au milieu des deux, je dirais, une situation majoritaire qui est un peu flottante, un peu susceptible de se laisser influencer par telle ou telle proposition. Déjà, est-ce que vous êtes d'accord avec ce tableau? Oui, effectivement, dans les familles, il va y avoir des agnostiques, des croyants. Comment on fait? Il faut trouver le juste équilibre pour que tout le monde y trouve son compte pour rendre hommage à son défunt. Ouais. Et qu'est-ce qu'il nous faut? Alors, qu'est-ce qui manque? Quels sont les acteurs? Principalement, bien sûr, les pompes funèbres. Quelle est la difficulté qu'ils rencontrent pour accompagner ce type de cérémonie? Je pense qu'au-delà même de... Bon, effectivement, c'est plus le cas des personnes qui veulent un enterrement, une cérémonie civile, mais ce qui manque, c'est la personnalisation, en fait. C'est ce sur quoi travaillent tous les professionnels du funéraire. Aujourd'hui, ils ont compris quand même qu'aujourd'hui, on ne pouvait plus proposer la même chose aux familles. Il y a un besoin, finalement... c'est comme... on ne peut pas dire au revoir à quelqu'un dans une langue qu'on ne comprend pas et qu'on ne parle pas. Et en fait, cette langue-là, pour moi, elle ne peut être exprimée qu'en accueillant une famille avec une page blanche. C'est-à-dire qu'on répond plus... moi, ce que je ressens de ce que les personnes me racontent, c'est... je veux... rendre hommage à mon défunt, c'est parler de lui, de transmettre à travers des objets que je pourrais emmener, des textes. Il y a vraiment ce besoin, finalement, d'être vraiment dans le vrai, d'être moins normé. Et donc, pour ça, il y a effectivement beaucoup de chemin à faire. La page blanche, j'ai envie de rester sur cette expression, elle nous parle tous, mais en même temps, elle donne un peu le vertige. Pourquoi? Parce que confronté à une situation de deuil, donc à la sidération que ça représente pour l'entourage, dans un contexte qui n'est pas porteur, qui ne nous prépare pas à vivre cet événement, qui ne nous aide pas à le vivre, se retrouver devant une page blanche, comment on fait? Pour justement, c'est sûr qu'on a un temps limité, donc on est très bousculé, très affaibli dans ces moments-là. Donc je pense que tout repose sur l'accompagnement, la qualité de l'accompagnement. Donc ça veut dire passer du temps avec la famille et finalement régler les problèmes, tout ce qui est de vie administratif, et puis après passer à... Il y a une femme qui me disait récemment que ce qui avait fait le plus plaisir quand elle était rentrée dans les pompes funèbres, c'était qu'on lui dise qui était votre maman. En fait, on a envie d'entendre ça. En fait, c'est la seule question qu'il faut se poser dans ce moment-là. Donc c'est une page blanche, mais finalement, la page blanche, elle est vite remplie parce que c'est l'histoire de la vie de cette personne. Mais pour ça, pour répondre à ce besoin, moi qui me semble primordial, c'est former du personnel à vraiment ce métier, qui finalement, ce sont des nouveaux métiers. Presque, je sais qu'il y a des entreprises qui ont embauché des personnes dédiées aux cérémonies laïques. Oui. Parce qu'il y a un enjeu de légitimité, c'est-à-dire que dans toute célébration, qu'elle soit liée à la mort ou à d'autres événements de la vie, la question de la légitimité de celui qui parle est posée. Alors, est-ce que ça pose une question quand c'est un acteur du funéraire? Est-ce qu'il y a aux côtés ou avec eux d'autres intervenants possibles? Comment est-ce que vous réfléchissez à cette question? Oui, je pense qu'effectivement, en tout cas, pour avoir suivi la formation de conseiller funéraire, donc m'être formé finalement au métier de maître de cérémonie, aujourd'hui, la façon dont les professionnels du funéraire sont formés, les maîtres de cérémonie sont formés, ne répond pas à ce besoin. Donc je crois beaucoup à l'évolution du métier, à des nouvelles formations, mais aussi à des nouveaux métiers qui sont en train d'arriver. Il y a beaucoup de célébrants qui officient dans des mariages, pour des baptêmes, qui souhaitent travailler dans le secteur du funéraire, qui ont beaucoup de choses à apporter. Donc je crois à ces métiers-là ou aux consultants funéraires qui vont vraiment pouvoir aider à finalement personnaliser le temps de la cérémonie. Je l'ai dit, on se tourne vers l'avenir. Est-ce qu'il y a d'autres besoins que vous identifiez au-delà de cette question de la célébration religieuse? De salles. De lieux. Pour accueillir de lieu n'a pas lieu d'être?
C'est-à-dire que là, ça a été flagrant pendant le Covid, c'est-à-dire les crématoriums étaient fermés. Où on va? Moi, j'ai fait le test, j'ai appelé des salles, je veux dire que tout le monde connaît, des péniches, etc. Je leur ai demandé est-ce qu'on peut venir avec un cercueil. Ils m'ont tous dit on n'organise pas d'événements de ce genre-là. Ok, mais moi, je pense que les mentalités peuvent évoluer de ce point de vue-là et qu'il nous faut plus de salles dédiées aux cérémonies civiles, oui. C'est très étonnant quand on considère effectivement que l'alternative à la célébration cultuelle, au fond, en dehors des crématoriums, il y a peu de choses. Les funérariums ont été construits avec peu de salles. Il y en a, et il y a des groupes funéraires qui vraiment créent des salles et ça va se développer. Mais on peut aussi pouvoir faire des enterrements en pleine nature, on est trop peu nombreux à le proposer. Voilà. Mais ça doit venir aussi des familles qui soient sensibilisées à la question et après qu'ils demandent aux pompes funèbres. Alors on en vient à notre séquence terminale, celle de vous, de la vôtre, celle des téléspectateurs. Vous avez posé des questions, on va y répondre tout de suite. Alors une première question pour Armel Weissman. Les funérailles écologiques, est-ce vraiment une demande des familles ? Vous l'avez dit, le funéraire n'est pas ma spécialité, donc je ne suis peut-être pas la première personne à pouvoir répondre. Donc il semblerait que dans les de marché voilà, à ce genre. Les premiers échos qu'on a pu avoir de quelques professionnels, c'est qu'ils n'ont pas eu de demande directe de funérailles écologiques. Mais comme ça vient d'être dit, il faut d'abord sensibiliser. C'est-à-dire que les consommateurs ou les clients qui arrivent devant des pompes funèbres, ils sont en général endeuillés immédiatement, ils ne vont pas faire une étude de marché et ils ne vont pas réfléchir à l'ensemble de possibles qui ne leur sont pas proposés. Donc il y a sans doute un travail à faire, d'abord autour de l'offre, avant de pointer du doigt la demande immédiatement. Néanmoins, ce qu'on peut dire, c'est que vu l'augmentation de la sensibilité du sujet environnemental et l'urgence dans laquelle on est sur un certain nombre de thématiques, je pense pouvoir me mouiller un peu en disant que nul doute que ces demandes vont émerger, sans doute pas directement dans la demande de funérailles, mais dans une aspiration plus globale de la société. Donc autant l'anticiper. En tout cas, c'est un message que vous adressez aux entreprises de pompes funèbres. Pensez à l'écologie, ça peut jouer un rôle. Alors, l'humusation, est-ce vraiment écologique, nous demande-t-on? Voilà. Vous avez posé cette question. Je vais essayer de répondre très clairement à la question de est-ce vraiment écologique. Je l'ai dit, il y a des sujets sur le réchauffement climatique, il y a des sujets sur la biodiversité, il y a des sujets sur la pollution. Malheureusement, ce serait trop simple de dire que les solutions qui permettent de résoudre le réchauffement climatique résolvent aussi la biodiversité, etc. Donc la question, c'est l'humusation de manière claire, émet beaucoup moins de gaz à effet de serre que l'inhumation en caveau et que la crémation. Donc ça, c'est une certitude sur l'ensemble des cycles de vie qui ont été mesurés. Les gens savent ce que c'est que l'humusation, pour tout dire, en fait. Hein, c'est l'idée d'inhumer dans la terre, au pied d'un arbre. Enfin, exactement, c'est une idée de cycle de vie général, d'être retour dans la terre et de servir à ce que la nature, de servir. On en est loin. Voilà. On en est très loin. De toute manière, aujourd'hui, ça n'est pas autorisé chez nous. Oui. On en est très loin. Et les techniques pour arriver à l'humusation sont très peu claires. Donc c'est aussi la raison pour laquelle, non, il n'y a pas de solution miracle. Et donc ça n'est pas sans impact. Mais de fait, en tout cas, l'humusation sert de porte-drapeau pour ouvrir la question et le questionnement autour des modes de sépulture. On demande à Sarah Dumont quand et où aura lieu le prochain apéro de la mort. Alors là, il y a des candidats peut-être qui vont vite prendre leur billet de train. Malheureusement, en ce moment, c'est en virtuel. Non, ils ont lieu tous les mois, mais en virtuel, donc via Zoom. Sur Zoom. Exactement. Et il me semble, et c'est sur le site, que le prochain a lieu le 13 janvier. 13 janvier sur Zoom. Bon, je ne sais pas, il faut aller sur votre site peut-être. Sur le site, on peut s'inscrire. Sur le site internet. Comment faire en sorte que les deuxièmes cérémonies ne soient pas vécues comme un second enterrement? Plus Marie de Henzel, mais je sens que Jean-Baptiste Fouquet va s'y essayer. Alors, à mon sens, ça ne peut pas être un deuxième enterrement, puisque vous en avez parlé un peu avant. Les deuxièmes cérémonies, le deuil a déjà commencé, le corps est déjà parti. Donc, faire en sorte, il faut que ce soit une cérémonie d'hommage, une cérémonie où l'on parle de la personne défunte. Et c'est vraiment ce que pointait du doigt Marie de Henzel tout à l'heure. C'est ce qui est important, parler de la personne défunte, se regrouper autour de la famille pour reparler d'elle. C'est ce qui fait vivre, ce qui fait permettre d'aller plus loin dans le deuil. Gardez la parole parce que j'ai vu une question là, il y a un instant qui s'était affichée puis qui a disparu, mais peu importe, il faut la prendre. Est-ce que les familles ont le choix de l'entreprise de pompes funèbres quand elles ont affaire à Préviséo? Toujours. Oui, complètement. Nous n'avons pas le droit d'orienter. Voilà, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Est-ce que les familles, ça on vient d'y répondre. Y a-t-il des deuils infinis? Est-ce que le deuil a une fin?
C'est la question auquel on répond souvent, c'est-à-dire qu'on ne fait pas son deuil. En fait, le deuil nous transforme à jamais. Donc non, pour moi, il n'a pas une fin. On vit avec et on apprend à vivre avec. Après, j'ai souvent des messages, par exemple. En fait, pour moi, les deuils sont compliqués justement quand il n'y a pas eu de rituel. Et je pense notamment à des mamans qui ont fait beaucoup de fausses couches ou des IVG mal digérées, etc. Et d'où l'importance de créer du rituel aussi pour ces gens-là, le deuil périnatal, pour leur permettre, parce que s'ils n'ont pas rendu hommage et fait exister ce bébé, ou en tout cas dans un temps d'obsèques, parce que ce n'était pas possible, etc., il faut au moins pouvoir le faire après, justement, en dehors d'une cérémonie classique. Eh bien écoutez, ça va être le mot de la fin, il est 13h24, je vous remercie infiniment, nous sommes ensemble depuis midi pour ceux qui nous ont pris depuis le début. Alors merci aux invités, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous sur la plateforme réinventonlefunéraire.com pour retrouver tous les contenus d'aujourd'hui et surtout de demain. Au revoir à toutes et à tous.